Ils avaient 2 semaines pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Avec 1 jour de retard sur le calendrier, la COP26 a accouché du pacte de Glasgow. Un sommet très attendu, marqué par des avancées inédites, mais jugées globalement insuffisantes par les observateurs. Alors la COP26 a-t-elle saisi l'urgence du changement climatique? C'est le thème de ce grand angle. Avec vous, Brice Lalonde, bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre français de l'Environnement de 88 à 92, ancien ambassadeur des Nations Unies pour le climat. Vous présidez aujourd'hui l'association Équilibre des énergies, soutenue par de grandes entreprises françaises, dont EDF, Enedis et Total Energy. Avec nous également depuis Bruxelles, Adélaïde Charlier. Bonsoir à vous aussi. Vous êtes militante pour le climat, coordinatrice francophone du mouvement Youth for Climate belge. Et vous rentrez de Glasgow. Glasgow, où hier soir, le président de la COP26 a refermé le sommet des Nations Unies sur le climat. Alok Sharma n'a pas pu cacher sa tristesse à la tribune, la gorge nouée. Je suis profondément désolé. Je comprends aussi la profonde déception, mais je pense, comme vous l'avez noté, qu'il est également vital que nous protégions cet accord. Adélaïde Charlier, vous partagez son émotion ? Bien sûr, évidemment que quand un président de la COP26 qui lui a tout fait pour atteindre le meilleur accord possible, si lui-même s'excuse aux générations qui se sont mobilisées ces dernières années, aux personnes qui sont déjà touchées par les conséquences climatiques, alors ça veut dire que clairement, c'est pas suffisant. C'est un accord qui est au moins sur la table. Il y a quelque chose sur la table, mais clairement, ce n'est pas à la hauteur de l'urgence. Et donc, évidemment, c'est une grande déception. Et je comprends ces émotions. Est-ce que votre génération climat a pesé sur les débats? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? Je pense que grâce à la mobilisation des citoyens, la mobilisation massive des citoyens et entre autres des jeunes, on a un meilleur accord aujourd'hui que ce qu'il y aurait pu avoir avant. On a analysé chacun de leurs pas, chacun de leurs discours. Et donc, évidemment, je pense que cela a joué un énorme rôle. En attendant, on n'y est toujours pas. La mobilisation des citoyens doit donc continuer parce que, clairement, l'urgence n'est toujours pas comprise dans ce genre de conférence internationale. Brice Lalonde, toujours pas d'urgence, on n'a toujours pas compris l'urgence. Vous partagez ce constat? Oui. Je pense qu'aucune COP, malheureusement, n'est de taille à résoudre ou à répondre à l'urgence. Et d'ailleurs, malheureusement, beaucoup de pays ne sont pas capables. Alors, comment une COP? Alors, la COP... Mais alors, justement, c'est ça la question. Il y a un accord. Est-ce que ce n'est pas plus important d'avoir un accord dans lequel, au fond, on continue sur la lancée de l'accord de Paris et on embarque 195 pays pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc là, en principe, après Glasgow, on passe à 2,4 degrés alors qu'on était à 2,7 degrés à Paris. Donc il y a une petite progression. Et ce que disait Jean Jouzel tout à l'heure est parfaitement juste. Pour la première fois, cette COP qui tourne autour du pot, ça tourne toujours autour du pot, eh ben, elle a quand même dit le problème c'est le charbon, le problème c'est le méthane, le problème c'est la déforestation. Et donc vous avez quand même un certain nombre d'accords, vous avez des engagements, pas de l'ensemble des pays, mais d'un certain nombre de pays, des coalitions qui se forment. Donc, oui, il y a une progression, mais ce n'est pas assez, c'est certainement pas assez. Pourquoi? Parce que le changement climatique est une terrifiante transformation du monde. On va écouter ce qu'en pense Greta Thunberg. Elle est la figure de proue de la génération climat. Elle a résumé ça d'un mot assez efficace. Nous disons plus de blablabla, plus d'exploitation des peuples, de la nature et de la planète, plus d'exploitation, plus de blablabla, plus de quoi que ce soit qu'ils soient en train de faire là-dedans. Blablabla, le temps du politique et de l'écologie sont décidément irréconciliables, Brice Lalonde? Pas du tout. C'est une magnifique, au contraire, tâche politique et une tâche économique aussi. Je pense d'ailleurs pour la génération de Greta Thunberg, il n'y a pas de plus extraordinaire mission que d'essayer de réussir cette transition. Ça veut dire l'énergie, ça veut dire la nourriture, ça veut dire l'accord Nord-Sud, ça veut dire un peu plus de justice. C'est un travail formidable et absolument enthousiasmant. Alors, évidemment, ils manifestent parce que ça ne va pas assez vite. Et c'est vrai que ça ne va pas assez vite. Mais néanmoins, la tâche consiste à mettre
195 pays d'accord et à continuer à les mettre d'accord en avançant sans arrêt. C'est peut-être un pas de tortue, mais en même temps, dans tous les pays, ça avance. En France, ça avance. En Europe, ça avance. Les voitures vont devenir électriques. En principe, on arrête de déforester. Donc voilà, il y a des progrès sans arrêt. On va se tourner vers la génération climat. Adélaïde Charlier, le vrai travail continue en dehors de ces salles et nous n'abandonnerons jamais, jamais, a tweeté Greta Thunberg. C'est un des aveux du politique que vous partagez ? On a besoin du politique. Aujourd'hui, on ne manifesterait pas devant nos gouvernements, nos parlements, devant la COP, si on ne pensait pas qu'ils avaient un réel rôle dans la transition. Alors non, évidemment, si on va continuer à se mobiliser et qu'on va continuer à manifester, c'est parce que les actions doivent aller beaucoup plus loin, mais entre autres du politique. C'est une responsabilité qu'on a et qu'ils ont bien, une responsabilité qui est bien plus grande que la nôtre en tant que jeunes. Donc si on manifeste, c'est justement pour qu'ils continuent à prendre cette responsabilité qu'aujourd'hui ils ne prennent pas. Et donc on va continuer à manifester. Mais après cette COP 26 dont on voit bien que vous n'êtes pas, elle ne vous convainc pas, est-ce qu'il ne faudrait pas faire autre chose que manifester ? Ou faudrait-il pas faire autre chose que des COP ? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Mais en tout cas, nous, on va continuer à se mobiliser. Je pense que ça veut dire qu'on va devoir continuer à faire ça encore plus fort, avec encore plus de citoyens, trouver encore plus de stratégies. Je pense qu'entre autres, ça fonctionne parce que les citoyens se mobilisent et surtout les citoyens commencent eux-mêmes à se dire qu'ils doivent s'engager et eux-mêmes montrer la direction du changement. Aujourd'hui, j'ai plus d'espoir en les citoyens qu'en le politique et je suis persuadée que c'est les citoyens qui aujourd'hui entament une transition dans leur vie de tous les jours, qui aujourd'hui entament une transition dans leurs industries, dans leurs petites compagnies. C'est ces citoyens-là qui nous montrent le chemin et c'est grâce à eux qu'on y arrivera. Donc, je suis persuadée que manifester reste un moyen très très important aujourd'hui de faire changer les choses. Alors c'est une image forte de cette COP 26, le discours d'un ministre de Tuvalu, les pieds dans l'eau pour alerter sur la montée du niveau de la mer et sur le manque cruel d'eau douce chez lui. On dit toujours que c'est votre génération, celle des baby-boomers qui est responsable de cette situation. Vous faites votre mea culpa aujourd'hui ? Non, pas moi. Merci. Moi, je n'ai pas arrêté de lutter contre le changement climatique. Et je pense même que tout a changé, si vous voulez, en 1988 à peu près, quand le GIEC a été créé et que tout d'un coup, on a appris cette menace. À l'époque, c'était une menace simplement. Maintenant, c'est en route. Mais cette génération, elle a créé l'écologie. Cette génération, elle a créé le féminisme. Cette génération, elle a fait beaucoup de choses. Alors là, évidemment, il y a peut-être un certain échec, si vous voulez, dans la transformation du monde. On n'a pas compris qu'il fallait arrêter le pétrole. On a lutté contre le nucléaire, alors que maintenant, on se rend compte que c'est plutôt le nucléaire dont on a besoin, etc. Alors donc, ça, c'est controversé. On n'est pas d'accord, pas en Allemagne, pas en Espagne. Ah bah oui, mais non, je crois qu'il faudra bien que chacun se résolve à l'évidence. On va y venir justement, parce qu'on s'est posé cette question. Est-ce qu'on peut se passer des énergies fossiles ? On fait le point tout de suite avec Grégory Fontanet et on reprend cette discussion. C'est une équation qui, pour une fois, n'a pas de grande inconnue quand on sait que le charbon, le gaz naturel et le pétrole représentent aujourd'hui encore 80% de la consommation énergétique mondiale. L'objectif est de faire tomber ce taux à 50% à l'horizon 2030, dans 9 ans seulement, pour contenir le réchauffement en dessous des 2 degrés Celsius. Un sacré défi sans cesse repoussé dans un marché qui se compte en milliards. La seule manière de faire moins 50%, c'est d'arrêter le fossile très vite. Et là où ça coince, c'est que beaucoup de pays sont encore très dépendants du charbon, du pétrole, du gaz naturel, et ils ne veulent pas s'arrêter, ils ne veulent pas changer de modèle. Parce que bien sûr qu'économiquement, ça va coûter très cher, et ça nécessite des décisions radicales sur nos modes de vie. Et il aurait été bien sûr très appréciable que les États prennent des mesures radicales sur les énergies fossiles, mais moi j'y crois pas un instant, quoi. Tout ça, ce ne sont que des promesses. On imagine mal un chef d'État dire à ses citoyens, bon bah écoutez, les déplacements en avion c'est fini, les voitures neuves on arrête, et puis l'agriculture intensive qui est très consommatrice de carbone, on va arrêter aussi. Le modèle économique justement, si la population mondiale consommait comme un seul Américain, il faudrait 5 planètes comme la nôtre. Plus de 500 lobbyistes de l'industrie des énergies fossiles étaient conviés aux négociations de Glasgow quand les pays directement impactés par les changements climatiques étaient 2 fois moins représentés. Le rôle des pays riches vis-à-vis des plus pauvres, c'est le dossier explosif. L'Afrique, alors, pollue peu et c'est l'Afrique qui en est la victime.
Il faudrait aussi que les grands pays prennent conscience, particulièrement ceux qui sont les pollueurs, qu'ils prennent conscience du fait que s'il y a une aide à faire, s'il y a des actions à faire pour mieux lutter contre ce réchauffement climatique, c'est d'investir dans ces énergies renouvelables sur le continent africain. Et pourtant, l'horloge tourne, il va bien falloir trouver des solutions. À ce rythme, selon le Conseil mondial de l'énergie, il ne reste que 40 ans de réserve de pétrole devant nous, 70 ans pour le gaz naturel, 230 pour le charbon. Adélaïde Charlier, quelles sont les solutions alternatives aux énergies fossiles ? C'est assez drôle de demander ça à une jeune fille qui n'a pas encore étudié ça. Il faudrait le demander évidemment à des scientifiques. Et c'est pour ça que Youth for Climate, par exemple, le mouvement des jeunes pour le climat, ici on a travaillé avec un panel d'experts, plus de 120 scientifiques belges qui nous ont aidés à montrer au monde politique, mais aussi aux citoyens, quelles sont les alternatives qui nous amèneraient à une société neutre en carbone. Alors moi, je vous explique cela parce que du coup, c'est ça que je suis, c'est ce que la science nous met en avant. On voit qu'il y a des alternatives. Ils nous ont mis en avant 27 recommandations concrètes qui peuvent être directement implémentées aujourd'hui dans la loi belge. Une par exemple pour être concret, qu'est-ce que vous citeriez ? La première, évidemment, pour la Belgique et principalement, par exemple, pour la ville de Bruxelles, c'est l'isolation des maisons qui nous permettra d'utiliser beaucoup moins d'énergie. Et donc, ces différentes recommandations où ils nous décrivent exactement quelles sont les étapes qui peuvent être utilisées pour y arriver le plus rapidement possible, je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir réellement suivre ce genre de rapports qui nous permettront de changer rapidement. Mais évidemment, ne mettons pas le monde à l'envers. Il faut demander ces questions à des scientifiques qui ont, eux, la bonne réponse. Mais la preuve, c'est qu'on peut être jeune et aussi poser la question aux bonnes personnes, ce que vous avez fait. Je vous la pose à vous aussi. Est-ce que ces solutions alternatives sont prêtes ? Est-ce que donc c'est un manque de volonté politique de ne pas les employer ? Oui, elles sont prêtes, mais c'est un effort extrêmement important. Le premier axe, l'électrification, parce que c'est l'énergie qui est au centre de beaucoup de ces problèmes. L'énergie, un petit peu l'alimentation, un petit peu l'agriculture, etc. Mais si on veut remplacer les fossiles, il faut savoir comment on fait. Donc on commence, c'est l'électrification. Elle est très importante, son premier axe, parce que l'électricité, vous pouvez la produire sans carbone. Ce sont les renouvelables, c'est l'hydraulique, c'est le nucléaire. En ce moment, vous voyez bien qu'il y a un effort pour électrifier les voitures, les véhicules légers. C'est une véritable révolution. C'est un effort gigantesque pour les entreprises qui vont passer de la voiture thermique à la voiture électrique. Il faut mettre des bandes de recharge partout. Mais ça n'est pas la fin du pétrole, puisque le pétrole produit le plastique qui permet de construire aussi. Toutes ces composantes sont polluantes aussi. Mais ça sera déjà considérable, puisque c'est au moins 47% des émissions, les voitures individuelles. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors, tout à l'heure, mademoiselle parlait de l'isolation des maisons. Bien sûr qu'il faut isoler les maisons, mais il faut aussi, quand vous avez un chauffage au fioul, il faut passer à autre chose. Donc, il y a le switch, comme on dit, et puis il faut peut-être utiliser l'informatique, le pilotage automatique. Il y a plein de solutions. Et puis, il y aura l'hydrogène plus tard. Tout ça, il y a une feuille de route. On peut y arriver, mais il faut le faire. Donc, on termine sur une note d'espoir. Merci beaucoup, Brice Lalonde. Et merci à vous, Adélaïde Charlier, d'avoir été avec nous depuis Bruxelles. À très bientôt.